Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Le stress hydrique représente un défi important pour l'agriculture dans le monde. Alors que la population mondiale et la demande alimentaire ne cessent d'augmenter, la production agricole avec des ressources en eau limitées devient cruciale. La situation varie d'une région à une autre. L'Afrique subsaharienne est durement touchée. Des précipitations irrégulières, des poches de sécheresse affectent la productivité agricole. Comment faire face à cette nouvelle donne? Nous en parlons sur ce plateau avec M. Kossi Agbalegnon. Vous êtes directeur de l'ONG Agide. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Agbalegnon. Merci beaucoup. Alors, M. Agbalegnon, vous êtes acteur du monde agricole. On parle des poches de sécheresse, situation anormale au cours d'une campagne agricole. D'abord, première question, est-ce que vous vivez cette situation aujourd'hui dans votre pays, le Togo? Je peux vous dire d'emblée que oui. Et, nous vivons ça depuis quelques années. Et cette année particulièrement, ça a été ressenti dans la partie nord du pays, à partir de la région des plateaux jusqu'à la région des savanes. Cela a été ressenti très durement cette année. Donc ces poches de sécheresse sont des situations anormales qui arrivent. Bon, tout le monde sait que nous avons les saisons sèches et nous avons les saisons pluvieuses. Personne ne va semer en saison sèche, ça c'est d'emblée. Mais il arrive que la saison pluvieuse démarre. Les gens commencent les activités, ils sèment et puis après la pluie s'arrête et reprend plus tard. C'est ça que nous appelons des poches de sécheresse. C'est des moments où il doit pleuvoir normalement. Mais si la pluie s'arrête pour une durée de 3 semaines à plus, là nous parlons de poches de sécheresse. Et cela affecte sérieusement les activités agricoles du pays. Et vous avez parlé de la situation septentrionale qui a connu cette situation. Est-ce que le reste du pays, on peut dire que là, c'est normal? Bon, dans le sud, nous avions eu aussi des problèmes à certaines années. Surtout en 2015, ça a été crucial dans la région maritime. Mais cette année, pas trop. Les pluies ont accusé un peu de retard. Au début, ça a tâtonné. Mais une fois que les pluies ont commencé, on n'a pas eu ce souci-là. Souvent, c'est fin avril, début juin, que la région maritime connaît souvent ces poches de sécheresse. Mais cette année, ça n'a pas eu lieu. La région des plateaux, surtout plateau Est, Notier et ses environs, ont connu quand même cette situation de poche de sécheresse cette année en mai. Maintenant, le reste du pays, c'est souvent à partir de juin que la saison pluvieuse commence dans la partie nord du pays. Donc cette année, les pluies ont commencé, les gens ont démarré leurs activités, puis à partir de début, première semaine du mois de juillet, les pluies se sont spontanément arrêtées pour une longue période, tellement ressentie que quand nous avons vu les images des champs à partir de la région des plateaux un peu nord, et central, Kara et Savane, c'est vraiment déplorable. Ça fait pitié. Les changements climatiques amplifient cette situation et les prévisions alarmistes évoquent des famines à venir. Y a-t-il lieu de s'inquiéter, M. Agbalegnon? Oui, actuellement, on doit s'inquiéter. Parce que non seulement la sécheresse a détruit les cultures dans la partie nord du pays. Dernièrement, je vois la météo annonce encore des risques d'inondation dans les mêmes régions. Ah, si ça se répète, ça veut dire que le peu de cultures qui ont échappé à ces poches de sécheresse seront aussi emportées par l'inondation. Et dans ces conditions, le Togo en particulier et ses pays voisins ont de quoi à s'inquiéter pour la famine. Est-ce que face à cette situation, ça vous impose aujourd'hui de nouvelles techniques culturelles? Oui, effectivement. Devant ces situations, avec les poches de 2015, un peu encore plus en arrière, l'État avait pris plusieurs dispositions. Donc le projet PGS était dans sa logique à recenser
toutes les bonnes pratiques de gestion durable des terres qui peuvent permettre de gérer au mieux les situations de stress hydrique et les situations d'inondation. Donc, il y a eu un recueil sur ça qui identifie les 20 meilleures bonnes pratiques de gestion durable des terres. Et quand on parle de ces meilleures pratiques, quelles sont les plus en vue? Les plus en vue sont dans le document du PASA. Ce document que je tiens à main ici, vous verrez que c'est un document qui recense les 5 meilleures bonnes pratiques de gestion qui peuvent s'adapter à toutes les régions du pays. Bon, si je prends par exemple ce que nous appelons le paillage. Donc le paillage permet de maintenir de la paille sur le sol. En condition de stress de poste de sécheresse, la paille protège le sol contre l'échauffement ou bien contre l'évaporation. Cela permet de maintenir la fraîcheur pour les cultures le temps que la pluie tarde à venir. Il y a aussi le compostage. Le compostage, comme tout le monde le sait, le compost permet de retenir l'humidité dans le sol. Dans ces conditions, quand les pluies tardent à venir, les plantes ne souffrent pas trop. Voilà. Nous avons aussi les cultures associées. Par exemple, ou bien parfois on parle de culture en couloir, ou bien alécropine. Si nous prenons le cas des cultures en couloir, par exemple, on peut les faire avec le Cajanus cajan, on peut le faire avec le glycidien. L'avantage est que si par exemple on a le maïs et on a ces petites arbustes dans les couloirs, c'est que le maïs est dans les couloirs. Les couloirs sont bordés par ces arbustes. Quand la pluie tarde à venir, ces arbustes ont leurs racines plus en profondeur, donc ils ont de l'eau. L'évapotranspiration permettra à ces arbres-là de maintenir une certaine humidité environnante, ce qui permet de réduire la pression du soleil sur nos cultures. Donc ça permet aussi de sauver les cultures en conditions de stress hydrique. Il y a aussi la culture associée qu'on recommande de plus en plus aux producteurs. Par exemple, si on fait le maïs et on fait le manioc, si les pluies tardent à venir et que le paysan perd le maïs, il a de fortes chances de gagner du moins le manioc. Vous savez que le paysan n'a qu'une seule chance dans l'année. Si il la perd, c'est fini. Donc, il faut mettre les cultures de sorte que les cultures les plus résistantes soient associées avec les cultures les moins résistantes. Dans ces conditions, s'il perd une, il peut gagner au moins l'autre, ce qui permettrait de le mettre à l'abri de la famine. Alors oui, vous avez décrit une situation vraiment très embarrassante pour les agriculteurs en ces moments de poche de sécheresse. Alors pourquoi ces techniques ne sont pas suffisamment vulgarisées? Pourquoi on ne les pratique pas? Bon, on les pratique, mais je dois dire aussi que il y a certaines difficultés sur lesquelles je vais revenir plus tard. Je n'ai pas encore fini avec les bonnes pratiques. Bon, il y a l'irrigation. L'irrigation apparaît aujourd'hui comme la meilleure solution à ces problèmes de manque de pluie. Oui, mais cette irrigation se fait toujours attendre dans nos pays. Oui, vous savez, avec les événements actuels, j'ai vu sur plusieurs plateformes les gens s'alarmer qu'on ne peut pas faire la mécanisation avant l'irrigation, que l'État doit maîtriser l'irrigation avant de passer à la mécanisation. Beaucoup de gens ont critiqué l'installation des ZAP sans les accompagner d'un système d'irrigation. Bon, moi, j'ai l'impression que les priorités varient quand un gouvernement change ou bien quand il y a changement à la tête. J'ai vu que lors de l'installation des ZAP, on a bien sûr fait des forages sur des ZAP. Par exemple, quand nous allons sur la ZAP de Hauteuil, ils ont là-bas des châteaux. Nous rappelons que les ZAP, ce sont les zones d'aménagement agricole planifié. Si nous allons sur la ZAP de, comment on appelle, sur la voie de Pali, mais avec Tonou, quelque chose comme ça,
Oui. Ils ont l'eau là-bas. Quand nous allons sur la ZAP de Pia, par exemple, nous avons vu là-bas qu'il y a des châteaux. Et à la ZAP de Gamélili, ils ont une retenue d'eau. J'ai vu dans certaines ZAP du matériel d'irrigation entassé dans les magasins. Bon, pourquoi on ne les a pas installés? C'est ça, tout porte à croire que dès qu'il y a changement au niveau de la tête, les priorités que celui-là avait, on l'oublie. J'ai interrogé les gens. Mais pourquoi vous avez tout ce système-là et vous souffrez encore? À hauteur, on m'a dit que non. On les a amenés, que les gens viendront leur montrer comment les installer, comment les utiliser, et puis c'est resté là-bas. Pas de suite. Vous avez vu la dernière fois une vidéo qui a circulé où une vieille pleurait En arrosant d'un seau son champ de maïs. Son champ de maïs. C'est sur une ZAP dont je veux taire le nom. Et l'eau qu'elle puisait, c'est sous le château de la ZAP. Ça veut dire que l'eau est là-bas. Il suffit seulement de mobiliser cette eau, de la distribuer sur la ZAP. Cela n'amènerait pas cette vieille-là. Et elle pleurait, elle se lamentait. Je n'ai pas compris ce qu'elle dit, mais ceux qui ont compris me l'ont traduit, mais c'est déplorable. Oui, mais M. Agbalegnon, en attendant, comment développer les cultures bien adaptées aux environnements très limités en eau? Bon, aujourd'hui, comme je le disais dans ce document, il y a plusieurs, j'ai cité quelques-uns. Il y en a encore. Mais, comme je le dis, il faut que les priorités de l'État soient maintenues de façon durable dans le temps. Vous savez, le paysan est lent au changement. C'est quelqu'un qui a connu tellement d'expériences malheureuses qu'il prend tout son temps pour observer ce qu'on lui dit. Et s'il comprend et il l'adopte, il est difficile de laisser ça et de passer à autre chose. Un paysan m'a demandé un jour combien d'écoles de formation agricole nous avons au Togo. J'ai dit 2. Et il m'a demandé si leurs programmes d'enseignement sont différents. J'ai dit non. La plupart, c'est les mêmes enseignants qui sont à l'ESA, qui sont à l'ENFA. Mais il me demande pourquoi les enseignements que les techniciens leur arrivent varient d'une année en année, varient d'une période à une période. Tout porte à croire que les gens viennent des écoles différentes. Voilà tout le problème. Les priorités doivent être maintenues sur de longues périodes afin que les paysans les adoptent. Vous voyez, il y a les techniciens sur le terrain, mais il faut que leur langage soit unanime dans l'espace et dans le temps pour que ces bonnes pratiques dont nous parlons puissent être effectivement adoptées par les producteurs. Est-ce que ça signifie qu'il faut aller vers une amélioration dans les pratiques de gestion de nos sols? Oui, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de certains systèmes. Voyez. Notamment le paillage. Le paillage, les cultures en couloir. Si tu enseignes ça aux paysans, demain un autre vient. Que non, il faut passer à la mécanisation. Passer à la mécanisation suppose que ces arbres-là, on doit faire quoi? On doit les déraciner. Il faut les dégager. Bon, dans ces conditions, mais le paysan se sent perdu. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je dis que les priorités doivent être maintenues sur de longues périodes. Nous voulons passer aux ZAP. Nous savons que sur les ZAP, il serait difficile de faire les arrocropines, de faire par exemple le paillage et autres. Alors, quel système de gestion durable des terres doit accompagner les ZAP de façon durable? Oui, vous qui êtes un acteur du domaine, qu'est-ce que vous proposez pour cette meilleure gestion des ZAP? Voilà, comme je l'ai dit, par exemple sur les ZAP, on peut développer facilement l'irrigation. Donc, la politique doit être maintenue dans ce même sens. Quel que soit celui qui viendra, doit savoir que sur les ZAP-là, nous devons développer prioritairement l'irrigation. Gagner le pari de la maîtrise de l'eau. De l'eau, voilà. Sinon, il ne sert à rien d'installer la mécanisation. Vous savez que plus le sol est mécanisé, plus le stress hydrique se fait ressentir.
Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de résidus, tout est enfoui dans le sol. Et dans ces conditions, le sol est exposé à la pression du soleil. Voilà. Donc, on doit savoir qu'il est impératif d'accompagner les ZAP avec un système d'irrigation pour que ces ZAP-là marchent. Chez les petits producteurs qui n'ont pas accès à la mécanisation, on doit savoir quelle technique leur a enseigné. Par exemple, les allécropines, les cultures associées, le paillage, le compostage, sont des pratiques qui peuvent se faire à petite échelle chez les petits producteurs. Donc, il faut que le langage soit sérieux dans l'espace et maintenu de façon durable dans le temps. Voilà ce que nous défendons et nous continuons par défendre. Oui, aujourd'hui, la pression démographique est énorme. La population est en train de croître et ça engage une demande alimentaire plus grande. Est-ce que vous, acteurs du monde agricole, vous sentez qu'il y a cette réalité de demande alimentaire qui va sans cesse croissante? C'est une réalité. Mais nous devons passer à des pratiques agricoles qui donnent de hauts rendements. Voilà. Si nous faisons encore les pratiques avec des rendements mitigés, cela ne peut pas conduire loin. Et ça veut dire que la voie royale vers ces pratiques à haut rendement, c'est la mécanisation. La mécanisation n'est pas la solution. Une mécanisation sans une bonne fertilisation, c'est aussi un problème. Plus la terre est mécanisée, plus le besoin en fertilisation est important. Plus le besoin en eau est élevé. Voilà. Donc, les techniciens ou bien ceux qui conçoivent les programmes de développement doivent être déjà pluridisciplinaires ou bien constituer une équipe pluridisciplinaire. Nous avons des jeunes qui ont été formés en Israël sur l'irrigation qui sont revenus. À quoi ils servent? Si on met un jeune sur une ZAP, l'État te met là-bas. Tu as fait Israël. Ton expérience que tu as acquise là-bas, mets ça à la disposition de cette ZAP. Nous voulons les résultats. Je crois qu'on va voir les résultats. On prend celui qui connaît la fertilisation. On te met sur la ZAP là, ce que nous voulons. Comment est-ce que les paysans doivent apporter les fertilisants pour avoir tel rendement? C'est ton travail. Fais-le nous. Toi, tu as fait la gestion. Comment est-ce que les paysans doivent organiser leur gestion? Prends tout et fais-nous. Il le fera. Mais si on prend un seul, peut-être qu'il a fait économie, on le met sur la ZAP. On le confie 2-3 ZAP distantes de 50 à 100 km. Comment est-ce qu'on veut qu'il donne un résultat? Non, il ne fera que, comment on dit ça, mais brouter un peu, puis c'est fini. Voilà le défi. Il faut que le capital humain soit mobilisé, considéré, utilisé à bon escient. Pour qu'il y ait et face à ces défis, votre ONG Agide a des propositions de solutions. Nous allons les voir en seconde partie de cet entretien, mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.